Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver sur Radio Éveil. Que vous soyez dans la voiture, au travail, peut-être dans les transports, ou bien tranquillement chez vous, eh bien bienvenue. Bonjour Evelyne. On est là pour partager un moment ensemble, un moment qu'on espère bienveillant, positif et pourquoi pas un peu inspirant. Oui, avec une bonne dose d'énergie positive, on l'espère. Exactement. Une énergie qui sait, pourrait peut-être même déclencher des petites choses, transformer des vies. Et aujourd'hui, on va puiser cette énergie dans un livre assez connu, L'éveil de votre puissance intérieure. Ah, le fameux Awaken the Giant Within de Tony Robbins, un classique de 1992 mais toujours d'actualité. C'est ça, pour ceux qui découvriraient Tony Robbins, c'est cet auteur, ce coach américain, comment dire, hyper énergique, mondialement connu. Oui, ses séminaires, ses livres, il a cette réputation d'aider les gens à reprendre les rênes, à libérer leur potentiel. Tout à fait. Sa grande idée, c'est qu'on a tous en nous un potentiel énorme, un géant intérieur, comme il dit, qui dort un peu. Et qui ne demande qu'à être réveillé. Voilà. Alors, prêt à secouer un peu ce géant? Attention, ça pourrait faire un peu de bruit, hein. Allons-y. Bon, alors, plongeons dans les concepts clés. Le tout premier levier que Robbins met en avant, si j'ai bien compris, c'est la décision. Exactement. C'est vraiment le point de départ fondamental. Robbins le martèle, ce ne sont pas les circonstances, les conditions extérieures qui dictent notre vie. Non, ce sont nos décisions. C'est si simple et si puissant, en fait. Oui, il voit la décision comme l'outil ultime, un outil capable de changer instantanément n'importe quoi. Les finances, les relations, la santé, même nos émotions. Le simple fait de décider différemment, ça ouvre une nouvelle voie. Et il dit aussi que ne pas décider, c'est... C'est aussi une décision. C'est décider de laisser faire, de laisser les autres ou les événements choisir à notre place. C'est crucial de comprendre ça. Ça remet les choses en perspective. Et il parle aussi des excuses qu'on se donne, ces fameux systèmes de croyances. Ah oui, les systèmes de croyances limitants, toutes ces justifications. Ah mais c'est mon passé, je suis trop vieux, trop jeune, pas les bons diplômes, c'est la crise. On les connaît bien, hein. On les utilise tous un peu, j'imagine. Bien sûr. Et il prend l'exemple des changements en Europe à la fin du siècle dernier. Pour lui, le moteur, ça a été de nouvelles décisions collectives sur ce qui était devenu intolérable. De nouveaux standards. Et au niveau perso? Pense à la phrase « je dois aller travailler ». On le dit tous. Robbins dit « non, vous choisissez d'y aller ». Rien que prendre conscience de ce choix, même pour un truc qui semble obligé, ça redonne du pouvoir. Le pouvoir de choisir comment on y va, ou même, potentiellement, de choisir autre chose un jour. C'est vrai que cette idée de choix actif, même face à la contrainte apparente, elle est forte. Mais bon, on a tous décidé un jour, demain je me mets au sport, et Et puis puis rien. voilà. Qu'est-ce qui fait qu'une décision tient, alors selon lui? C'est juste la volonté? C'est une super question, non. Ce n'est pas que la volonté brute. Pour qu'une décision soit vraiment solide, durable, il faut l'associer à deux autres choses. Des standards clairs, qu'est-ce que je veux vraiment et qu'est-ce que je ne tolère plus, et un levier émotionnel puissant. On va y venir. D'accord. Et il voit la décision comme un muscle. Plus on en prend, des décisions conscientes, et plus on les suit d'actions, même petites, plus ce muscle se renforce. Faut commencer petit peut-être. Commencer petit pour préparer les grands changements. Je vois. Fixer ses standards, ne plus tolérer ce qui est en dessous, ça demande du cran quand même. Absolument. Bon, cette première clé, la décision, on voit bien qu'elle est centrale. Mais qu'est-ce qui nous motive à prendre telle décision plutôt que telle autre? Vous parliez de levier émotionnel. C'est le concept suivant? Tout à fait. On arrive au moteur de tout, selon Robbins. C'est le principe. Douleur, plaisir. C'est simple, hein. Chaque action qu'on fait, mais vraiment chaque action, elle est guidée par une de ces deux forces. Soit on cherche à éviter une douleur physique, émotionnelle, financière, peu importe. Soit on cherche à obtenir un plaisir. Exactement. Ce sont les deux grands maîtres de notre comportement. Donc, si on veut comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait, et surtout si on veut changer, il faut absolument comprendre à quoi nous, personnellement, on associe la douleur et le plaisir. C'est un classique en psycho-comportemental, mais il lui donne une place vraiment centrale, on dirait. Il donne des exemples, hein. Oui, plein. Il parle notamment du seuil de douleur émotionnelle. C'est ce moment où la souffrance liée à une situation, une mauvaise habitude, une relation toxique, un job qu'on déteste, devient tellement forte, tellement insupportable. Que ça nous pousse à agir. Le fameux « trop, c'est trop ». Voilà.
C'est souvent là que les changements radicaux se produisent. Il donne aussi des exemples pour montrer que peu importe la nature de la motivation, c'est le lien douleur-plaisir qui compte. Il cite, de façon neutre, juste pour analyser le mécanisme, Trump, qui serait motivé par la douleur d'être second, et Mère Teresa par le plaisir immense d'aider, ce qui, selon lui, soulageait aussi sa propre douleur face à la souffrance. Intéressant comme parallèle. Et lui-même, il raconte son aversion totale pour l'alcool. C'est lié à des souvenirs d'enfance très douloureux avec l'alcoolisme dans sa famille. Ça a créé une association neurologique hyper forte. Alcool égale douleur extrême. Point. Ça montre la puissance de ces associations. Mais souvent, elles sont inconscientes, non? Voire irrationnelles. On sait qu'un truc est mauvais pour nous, mais on continue. C'est exactement ça le nœud du problème. Et l'opportunité aussi. Beaucoup de nos liens douleur-plaisir se sont créés un peu par hasard, par des expériences mal interprétées, des messages qu'on a absorbés sans réfléchir. Comme associer passion à rupture douloureuse après une mauvaise histoire. Par exemple. Et du coup, on sabote les nouvelles relations. Ou associer sport à souffrance à cause de mauvais souvenirs d'école. L'étape clé, c'est donc de rendre ça conscient, de se poser la question « Ok, cette action que je veux faire, quelle douleur j'y associe vraiment ? Et quel plaisir j'y associe au fait de ne pas la faire ?» La procrastination, par exemple, ça apporte un plaisir immédiat, non? Oui, le soulagement, de ne pas s'y mettre tout de suite. Alors, une fois qu'on a repéré ces liens, comment on fait pour les changer, si c'est si ancré? C'est là qu'intervient ce qu'il appelle le levier. Il faut utiliser consciemment ce mécanisme. Pour arrêter un truc, il faut y associer une douleur massive, intolérable. Pas juste dans la tête, faut le ressentir émotionnellement. Visualiser toutes les pires conséquences. Et pour adopter une nouvelle habitude? L'inverse. Il faut y lier un plaisir immense, irrésistible. Ressentir la fierté, la joie, l'énergie que ça va apporter. C'est vraiment un travail de recablage conscient. Il faut le faire et le refaire jusqu'à ce que le nouveau schéma domine. Ce n'est pas passif. Un recablage, ça demande un effort, oui. Et j'imagine que ce qu'on croit être capable de faire ou pas, ça doit jouer énormément là-dedans. Ce qui nous amène au troisième point. Exactement, les croyances. Et avec ça, sa philosophie d'action qu'il appelle CANI. CANI? Oui, C-N-A-I pour Constant and Never-Ending Improvement, l'amélioration constante et sans fin. Pour Robbins, nos croyances, c'est les commandants de notre cerveau. Ce qu'on tient pour vrai détermine ce qu'on voit, ce qu'on ose, ce qu'on réussit. Une croyance, c'est juste un sentiment de certitude, en fait. Voilà. Et il y a les croyances qui nous limitent. Je suis pas assez bon, c'est trop dur pour moi. Et celles qui nous donnent du pouvoir, les croyances responsabilisantes. Je peux apprendre, chaque échec est une leçon. Choisir ces croyances, c'est donc primordial. Et comment il illustre ça, l'impact des croyances et du CANI? Statisticien américain, un peu ignoré chez lui après la guerre, il est allé au Japon. Sa croyance profonde, c'était « si une boîte s'engage à améliorer la qualité, constamment et sans fin le kaizen, elle finira par dominer son marché. » Parce que la qualité, à terme, ça réduit les coûts et ça rend les clients heureux. Et les Japonais l'ont écouté? Exactement. Ils partaient de loin, mais ils ont adopté cette croyance et la méthode. On connaît la suite. Et plus tard, dans les années 80, Ford était en pleine crise. Ils ont fait appel à Deming. Le changement clé, ça a été un changement de croyance au sommet. Passer de « faut couper les coûts partout » à « améliorer la qualité, c'est ça qui va réduire les coûts et nous faire revenir ». Et ça a marché pour Ford aussi. C'est fou comme une croyance peut tout changer. Ça montre la puissance du truc, oui. Mais au niveau individuel, comment on repère nos propres croyances limitantes? Souvent, on ne les voit même pas, on pense que c'est la réalité. C'est tout le défi. Une bonne piste, c'est d'écouter nos excuses, nos justifications habituelles. Quand on dit « je peux pas faire ça parce que », ce qui vient après le « parce que », ça révèle souvent une croyance. Genre, je peux pas changer de boulot parce que j'ai pas les bons diplômes. La croyance, c'est que seuls les diplômes comptent. Voilà. Ou « je suis nul en langue ». Croyance, mes capacités sont figées. Robbins dit qu'une croyance, c'est juste une perception, qu'on a renforcée avec des références, des expériences passées. Pour la changer, il faut chercher activement de nouvelles références qui la contredisent. Et surtout, se demander « est-ce que cette croyance m'aide? Est-ce qu'elle me fait avancer ?» Et si la réponse est non? Il faut la remplacer par une croyance plus utile, plus responsabilisante. Et le CANI, pour nous, c'est s'engager à apprendre à s'améliorer un petit peu chaque jour. Ça renforce la croyance qu'on peut progresser. Décider, gérer douleur, plaisir, choisir ses croyances. Ok. Mais il y a aussi un outil dont il parle qui semble presque trop simple pour être vrai. Pour agir direct sur les émotions. Le 4e concept.
Oui, et c'est un des plus immédiatement utilisables, le vocabulaire transformationnel. L'idée est assez radicale en fait. Les mots qu'on utilise pour décrire nos émotions, ils ne font pas que les décrire, ils les créent, ils les modifient. Attends, changer l'émotion juste en changeant le mot, c'est... C'est puissant. Pense à l'échelle d'intensité. Si un truc t'énerve, tu peux dire « je suis furieux » ou « je suis en colère » ou « je suis énervé, contrarié, un peu agacé » ou même légèrement incommodé. Chaque mot donne une couleur différente, c'est vrai. Et surtout, chaque mot déclenche une réaction chimique différente dans ton corps. Si tu utilises tout le temps des mots hyper forts pour le négatif, dévasté, humilié, déprimé, tu amplifies ces états. À l'inverse, si tu utilises des mots plus doux, un peu déçu, préoccupé, pas au top, tu peux désamorcer l'intensité. Il donne des exemples concrets de ça. Oui, il raconte l'histoire de son ami Bob Bays, qui avait pris l'habitude d'utiliser le mot submergé, overwhelmed, comme sa fille ado. Et ben, il s'est mis à ressentir une angoisse et une colère dingue dès qu'il utilisait ce mot pour lui-même. Il suggère même d'éliminer certains mots très négatifs, comme échec, on peut dire résultat inattendu, ou leçon, ou même ennui. Et l'exemple de la femme qui transforme son breakdown? Ah oui, elle passe de « je fais un breakdown », effondrement, à « c'est un break-up », une rupture nécessaire, puis à « c'est un breakthrough », une percée. C'est le même événement, mais le mot change toute la perception et l'énergie qui va avec. C'est fascinant. Les mots comme des commandes pour notre système nerveux. Et ça marche aussi pour amplifier le positif? Ah mais complètement. De la même façon, on peut choisir des mots plus forts pour le positif. Au lieu de juste dire ça va ou c'est pas mal, pourquoi pas je suis super bien, enthousiaste, c'est génial. Ça peut vraiment changer le niveau d'énergie, j'imagine. Oui, et l'appréciation des bons moments, c'est un outil qu'on a tous, tout le temps, gratuitement. Un petit exercice simple. Repérer un mot négatif qu'on utilise beaucoup, fatigué, stressé, débordé, et décider, juste pour une journée, de le remplacer par un truc plus neutre, ou même un peu drôle, en mode recharge, très demandé, en plein jonglage, juste pour voir. C'est très concret, ça, hein. Bon, on a vu la décision, le moteur douleur-plaisir, les croyances, le langage. Il reste un dernier concept clé, celui qui chapeaute un peu tout, non? Oui, le 5e pilier, et c'est peut-être le plus profond, l'identité. Pour Robbins, notre identité, c'est-à-dire l'ensemble de nos croyances les plus fondamentales sur qui nous sommes, c'est le filtre ultime. Le filtre ultime. Oui, c'est ce filtre qui détermine ce qu'on croit possible pour nous, les capacités qu'on pense avoir et les actions qu'on va faire ou pas faire. On a un besoin fondamental de cohérence. On agit en accord avec l'image qu'on a de nous-mêmes. Si tu te vois comme timide, tu agis timidement. Si tu te vois comme quelqu'un qui apprend vite, tu abordes les nouveautés différemment. Donc, notre identité actuelle peut être la plus grosse limite à notre potentiel, à ce fameux géant intérieur. Mais comment elle se forme, cette identité? Et surtout, est-ce qu'on peut la changer? Elle se construit petit à petit, avec nos expériences, comment on les interprète, les étiquettes que les autres nous mettent, et qu'on accepte, et surtout, par nos actions répétées. Chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est comme si on votait pour dire « voilà le genre de personne que je suis ». L'effet Pygmalion à l'école, c'est un peu ça. Les attentes du prof sur l'élève. Exactement. L'identité projetée influence la performance. Robbins insiste aussi sur la différence énorme entre identifier un comportement, j'ai une mauvaise habitude, et l'intégrer à son identité. Je suis un fumeur, je suis paresseux. C'est beaucoup plus dur de changer la seconde. Je vois la nuance. Il donne l'exemple, juste pour illustrer le mécanisme psychologique, pas politiquement, des prisonniers de guerre américains en Corée. En les amenant à faire de tout petits actes de collaboration, ont changé petit à petit leur perception d'eux-mêmes et donc leur identité, ce qui les rendait plus enclins à aller plus loin. Et à l'inverse, l'exemple de Jean Valjean. Ah oui, dans Les Misérables, c'est magnifique. L'acte de bonté de l'évêque change tout pour Valjean. Il arrête de se voir comme un bagnard, il commence à se voir comme un homme honnête. Et ça transforme toute sa vie. Ça montre qu'un changement d'identité, ça peut tout changer. C'est vertigineux de se dire que notre identité, c'est une construction, pas une fatalité. Mais concrètement, au quotidien, comment on fait pour l'élargir, cette identité? La clé, selon Robbins, c'est de commencer à agir comme la personne que tu veux devenir, même par des toutes petites actions. Si tu veux être plus discipliné, fais une petite action disciplinée chaque jour. Chaque action, c'est une preuve pour toi-même. Ça renforce la nouvelle identité. Il faut aussi choisir les mots qu'on utilise pour se décrire, j'imagine. Exactement.
Se voir comme quelqu'un en croissance, qui apprend, capable de s'améliorer. On retrouve le Cani. C'est déjà un changement d'identité énorme. Il s'agit de décider qui on choisit d'être et de se le prouver par des actions cohérentes jour après jour. L'identité, c'est pas figé, c'est dynamique. On peut la sculpter. Merci beaucoup pour cette exploration vraiment riche. Si on devait résumer les grandes idées pour que chacun reparte avec l'essentiel. Volontiers. Alors, on a vu 5 grands piliers tirés de l'éveil de votre puissance intérieure. Primo, le pouvoir immense de la décision consciente. C'est le point de départ. 2 yeux. Le duo douleur-plaisir, le moteur de toutes nos actions, qu'il faut apprendre à maîtriser. Ensuite, Tertio, le rôle capital de nos croyances, limitantes ou responsabilisantes, et l'importance d'adopter une philosophie d'amélioration constante, le Cani. le 4e. Quarto, l'impact immédiat et bluffant du vocabulaire transformationnel sur nos émotions. Et enfin, le dernier. Et quinto, la puissance de l'identité, qui on croit être, comme clé de notre développement, et le fait qu'elle soit flexible, qu'on puisse l'élargir. Super résumé. Et maintenant, la question qui tue. Comment on met ça en pratique, concrètement, dès aujourd'hui, sans se sentir submergé justement? Bonne question. L'idée, c'est surtout pas de tout vouloir changer d'un coup. C'est les petits pas constants qui comptent. Alors, quelques pistes, très simples, dans un esprit positif. On écoute. Pour la décision, prenez une micro-décision aujourd'hui. Juste une. Pour améliorer un mini-truc. Choisir de faire une pause de 2 minutes pour respirer, ranger un petit coin, dire non à un truc pas essentiel. Juste pour sentir ce muscle travailler. Ok, une micro-décision. Pour douleur-plaisir? Repérez une tâche que vous repoussez. Demandez-vous 30 secondes. Quelle douleur j'associe à ça et quel plaisir je trouve à la remettre à plus tard. Puis, juste après, visualisez vite fait le plaisir de l'avoir enfin terminé. Juste ça. Jouer avec les associations. Pour croyance Cani? Engagez-vous à apprendre une seule petite chose aujourd'hui. Lire un paragraphe, regarder 5 minutes d'une vidéo utile, essayer d'améliorer un geste pendant 2 minutes. Juste pour nourrir l'idée « je peux progresser ». Un petit pas d'amélioration. Vocabulaire. Trouvez un mot négatif que vous utilisez souvent. Peut-être crever, lessiver. Essayez, juste une fois aujourd'hui, de le remplacer par un mot plus neutre ou factuel. J'ai besoin de repos, journée dense. Et voyez si ça change un peu le feeling. Observez l'effet des mots. Et pour l'identité? Posez-vous la question, quelle toute petite action je peux faire là, maintenant, qui correspond à la personne que j'aimerais être un peu plus chaque jour? Si c'est être plus attentif, envoyez un petit message à un proche. Plus organisé, préparez ses affaires pour demain. Une mini-action alignée. Ce sont des pistes très accessibles, en effet. L'idée générale, si je comprends bien, c'est que réveiller ce géant intérieur, c'est moins un coup de baguette magique qu'un processus continu, fait de plein de petites actions conscientes, répétées. C'est exactement ça. C'est un chemin, pas une arrivée. Chaque petit pas compte vraiment. Eh bien, si cette discussion a fait écho chez vous, si elle a soulevé des questions, ou si un des concepts vous a particulièrement marqué, surtout, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Oui, c'est toujours super intéressant de lire les réactions, les expériences des uns et des autres. Et puis ça aide aussi d'autres personnes à découvrir ces idées si elles vous ont plu. Tout à fait. Un immense merci à vous pour votre temps et votre écoute aujourd'hui. Merci à vous, Evelyne. Si vous avez aimé ce format, ce contenu, n'hésitez pas à nous soutenir. Un petit pouce en l'air, un abonnement, un commentaire, c'est ce qui nous aide vraiment à continuer à vous proposer ces explorations. C'est précieux pour nous. D'ici notre prochaine rencontre sur Radio Éveil, on vous souhaite le meilleur, des journées lumineuses, des moments inspirants et plein d'énergie positive pour avancer sur votre chemin. Prenez soin de vous. À très bientôt pour une nouvelle analyse ensemble.